Abraham Bredius. Comment la passion peut-elle briser l'expertise? Alors pour répondre à cette question, on va retracer le parcours de Bredius, qui pour le coup est tout de même un nom qui résonne dans le monde de l'histoire de l'art. Arrivé au monde dans les années 1850 aux Pays-Bas, Bredius est devenu l'un des plus grands experts et passionnés de l'artiste néerlandais, Rembrandt. Dès son plus jeune âge, Bredius était fasciné par l'art et a rapidement développé une passion ardente pour l'étude et la compréhension des œuvres de Rembrandt. Ses recherches approfondies et son expertise inégalée ont fait de lui une référence incontournable en ce qui concerne le célèbre maître hollandais. Là-dessus, Bredius est surtout connu pour son travail de catalogage et d'authentification des œuvres de Rembrandt. Son érudition et sa perspicacité ont permis d'identifier et de réattribuer plusieurs chefs-d'œuvre à l'artiste, contribuant ainsi à élargir notre connaissance et notre appréciation de son génie. À savoir que l'expertise de Bredius s'étend bien au-delà de Rembrandt et qu'elle englobe avec passion l'ensemble des maîtres hollandais et leurs influences sur les mouvements artistiques. Parmi eux, Vermeer se distingue. En 1937, un certain Gérard Boon, fervent opposant au fascisme, ancien député néerlandais et revendeur d'œuvres d'art, frappe à la porte de la somptueuse villa de Bredius à Monaco. Boon agissait au nom des dissidents italiens qui cherchaient des fonds pour leur exode vers les États-Unis. Il possédait quelque chose qui semblait précieux. Dévoilant le contenu d'une caisse rapportée d'Italie, Boon présente alors une grande toile, tendue sur son cadre de bois datant du XVIIe siècle. Une représentation du Christ à Emmaüs par Vermeer. La question alors brûlante, était-ce une œuvre authentique? Seul Bredius possédait l'expertise nécessaire pour résoudre une telle énigme. Âgé de plus de 80 ans, Bredius prononça son jugement sans équivoque. Le Christ à Emmaüs n'était pas seulement une œuvre de Vermeer, c'était le chef-d'œuvre suprême du maître hollandais. Il consigna ses conclusions dans un article pour le prestigieux Burlington Magazine for Connoisseurs, annonçant avec éclat cette découverte. Nous avons ici, et je suis enclin à le dire, le chef-d'œuvre de Johann Vermeer de Delft. Assez différent de tous ses autres tableaux, et pourtant chaque centimètre est un Vermeer. Lorsque ce chef-d'œuvre m'a été révélé, j'ai eu du mal à contrôler mes émotions. Pourtant, la vérité, elle, demeurait cruelle. Il s'agissait en réalité d'une supercherie, une peinture malhabile appliquée quelques mois plus tôt sur une vieille toile délabrée. Le manque de discernement de la part de Bredius laissera une marque indélébile sur le monde de l'art hollandais. Cela débutera avec la vente de cette imitation au musée Boschmans à Rotterdam pour la coquette somme de 520 000 guilders. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Cette supercherie devint rapidement le centre d'intérêt du musée Boschmans, suscitant l'admiration des foules et des éloges dithyrambiques de la part des critiques. De surcroît, d'autres contrefaçons semblables commencèrent à émerger ici et là. Bien que ces reproductions n'aient pu duper l'entièreté du monde artistique, elles réussirent à induire en erreur principalement ceux qui se sentaient trop concernés par Vermeer. Suite à tout cela, des millions de livres sterling furent gaspillés par le musée hollandais dans l'acquisition de ces fausses répliques. Il serait donc facile pour nous de critiquer toutes ces personnes prises au piège, mais il est important de reconnaître que des grands feux naissent souvent d'une simple étincelle, et celle provenant d'un expert peut rapidement prendre de l'ampleur, éliminant ainsi les doutes habituels. Vermeer demeure le géant incontesté de la peinture des années 1660, redécouvert au début du XIXe siècle, avec seulement une quarantaine d'œuvres ayant survécu. Par conséquent, la découverte d'une dizaine de ses pièces en quelques années constitue un événement culturel majeur et incontournable pour les fervents admirateurs de cet artiste. Le nom de Vermeer en tant que tel peut ne pas vous évoquer grand-chose, mais si vous apercevez l'une de ses œuvres les plus célèbres, vous vous direz sûrement « Ah mais oui, en fait, je connais ». Prenons par exemple La jeune fille à la perle, une peinture qui a inspiré un film sorti en 2004 avec la célèbre Scarlett Johansson dans le rôle de Grit. Ou encore la nouvelle captivante écrite par Tracy Chevalier et publiée en 1999. Et ce qui rend cette histoire fascinante, c'est que la peinture du Christ à Emmaüs semble pâlir à côté de La jeune fille à la perle, bien qu'elle soit censée être le chef-d'œuvre du même artiste. Et ce n'est que 8 ans plus tard, en 1945, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, que des agents de la Commission des Arts viennent rendre visite à un certain Henricus à Amsterdam. Henricus était un marchand d'art et avait connu un bref succès en tant qu'artiste. Accusé de trahison par la Commission des Arts, son sort semblait scellé. Il avait vendu un Vermeer aux nazis sans aucune contrainte apparente. Après des semaines de procès et enquêtes, Henricus avoue effectivement avoir vendu un tableau à Göring, bras d'Hitler, mais ce tableau n'était en aucun cas un trésor national authentique. En réalité, c'était un faux qu'il avait lui-même fabriqué.
Selon ses dires, il n'avait pas ordi de complot pour aider les nazis, mais les avait tout simplement convaincus d'acquérir un faux dénué de valeur. Il admit ensuite avoir peint le Christ à Emmaüs, ainsi que plusieurs autres prétendus Vermeer. À ce moment-là, imaginez le choc ressenti dans le monde culturel hollandais et plus largement en Europe de l'Ouest. Nous sommes face à un cas où la supercherie a été dévoilée non pas par un détective, mais par le faussaire lui-même. À partir de ce moment, nous avons deux camps. D'un côté, Henricus est un traître, de l'autre, c'est un véritable héros de guerre. Si cette histoire vous passionne, je vous recommande vivement de visionner Le Dernier Vermeer, film de Dan Friedkin, pour plonger plus profondément dans cet univers. La question essentielle que nous cherchons à élucider reste: comment un expert tel que Bredius a-t-il pu être trompé ? La réponse réside dans le pouvoir trompeur de nos émotions. Bredius a consacré sa vie à la reconstitution du patrimoine culturel des Pays-Bas. Son âge avancé au moment de la supercherie aurait effectivement pu altérer sa capacité à maîtriser ses émotions, comme il l'a lui-même avoué dans l'article du Burlington Magazine. De plus, le contexte entourant l'œuvre offrait un terrain propice à la supercherie. Lors de la vente du Christ à Emmaüs, Henricus a indiqué à Boone que cette œuvre s'inspirait d'une autre pièce religieuse italienne, le Souper à Emmaüs de l'artiste Caravaggio. Et à cette époque, diverses théories circulaient sur Vermeer, évoquant la possibilité que ce dernier ait peint des œuvres religieuses à ses débuts, dont une seule était connue, le Christ chez Marthe et Marie. Une autre théorie prétendait que Vermeer aurait voyagé en Italie et aurait contemplé des œuvres de Caravaggio. Aux yeux de Bredius, expert dans l'histoire de Vermeer, il semblait possible que ces théories soient véridiques, ouvrant ainsi la voie à la découverte ultime, la quintessence du travail de toute une vie, une opportunité de grandeur historique. Comment ne pas être submergé par nos émotions dans une telle situation ? En fait, Henricus a su exploiter les compétences pointues et les connaissances approfondies de Bredius, les transformant en point fait pour réaliser l'une des plus grandes supercheries de notre temps. Cette histoire nous offre un éclairage sur les raisons pour lesquelles nous achetons des biens qui ne nous intéressent pas, pourquoi nous tombons amoureux de la mauvaise personne, ou encore pourquoi nous votons pour des politiciens qui finissent par nous trahir. Henricus n'était peut-être pas un génie artistique, mais il avait saisi quelque chose d'essentiel dans la nature humaine. Parfois, nous aspirons à être trompés. C'est une facette étonnante de notre psychologie, où le désir de croire en quelque chose de fascinant, même si c'est une supercherie, l'emporte sur notre quête de vérité. Cela révèle la complexité de nos motivations et le besoin parfois inconscient de se laisser bercer par des illusions qui flattent nos désirs ou nos convictions. Peu importe l'expertise statistique dont vous disposez, elle ne vous protégera pas toujours de croire en des affirmations erronées. L'expertise, quel que soit le domaine, doit être accompagnée d'une maîtrise de nos émotions, quelles que soient les affirmations auxquelles nous sommes confrontés. Nous avons souvent tendance à rejeter les preuves qui vont à l'encontre de nos convictions, et l'inverse est également vrai. Plus notre réaction émotionnelle est intense, plus il devient difficile de raisonner correctement.